Alors, le titre est emprunté à un projet de recherche auquel je participe, qui est dirigé par Gilles Boudinet et Jean-Charles Chaban, qui sont professeurs en sciences de l'éducation à Lyon, et dont les travaux concernent en partie la question de l'enseignement des arts à l'école. Alors, je vais situer dans un premier temps le contexte de la problématique. Comme chacun sait, la mise en place par l'Éducation nationale des parcours d'éducation artistique et culturelle, dont on peut souligner l'actuelle expansion européenne, témoigne d'un intérêt marqué de la part de l'institution pour les arts et la culture dans l'éducation. Alors, l'attente de l'institution porte une attention particulière à l'instauration de ces parcours au sein des écoles élémentaires, avec la volonté de sensibiliser les professeurs d'école en formation ou en poste à ces deux vastes pôles que sont l'art et la culture. Or, cette volonté rencontre une difficulté. En effet, dans le cadre de l'école élémentaire, souvent, les enseignants ne se sentent pas autorisés à mettre en place des dispositifs d'éducation artistique dans leur classe. Alors, dans le contexte de la formation initiale, car c'est bien de ce point de vue que je me place ici aujourd'hui, il semble que ce sentiment soit aussi souvent partagé indépendamment des niveaux de connaissances ou de pratique artistique des étudiants stagiaires. Alors l'idée de cette conférence, c'est de proposer une approche plutôt phénoménologique et philosophique qui fasse émerger des éléments de compréhension à cette frilosité pour s'essayer aux enseignements artistiques, quand on est débutant ou quand on est en poste, et aussi apporter des pistes de réflexion sur le rôle des pratiques artistiques éducatives dans la constitution d'une identité professionnelle en début de carrière, qu'on soit tourné vers les arts ou pas spécifiquement tourné vers les arts. Alors, voilà, j'utiliserai le plan suivant. Dans un premier temps, je vais exposer brièvement les grands principes de l'éducation artistique et culturelle. Ensuite, j'interrogerai la notion de savoir artistique dans le contexte de l'enseignement général. Quelles en sont les spécificités? Est-ce que, par exemple, il y a un mode de pensée qui serait propre aux arts? Et puis, sera aussi questionnée, bien sûr, la dimension du faire, notamment celle du faire avec les élèves, et quelle influence cette dimension du faire peut avoir sur le sentiment de légitimité à enseigner les arts à l'école par un PE qui débute. Alors, les enseignements artistiques à l'école, c'est un volet particulièrement étayé par l'institution. Donc je vais regarder là, voilà. La prochaine, excusez-moi, voilà, c'est ça. Alors, si je regarde un peu les textes qui circulent, qui sont sur Eduscol, je vois que le PEAC est défini de la façon suivante. Éducation à l'art et par l'art, le PEAC s'appuie sur 3 piliers. Les enseignements artistiques, les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les pratiques artistiques. Alors, je vous ai mis ici une présentation d'un cahier d'histoire des arts d'un élève qui est extrait d'un cahier qui a été réalisé par une école de l'Isère du côté de Vienne et qui est intitulé, c'est un titre très tendance je trouve, Mes parcours artistiques et culturels, avec cette petite frise qu'il y a en dessous. Voilà. Bon, alors sans entrer dans les détails, bien sûr, de ce PEAC, on peut signaler rapidement les grands principes de ce dispositif qui fait l'objet quand même d'un guide pour la mise en œuvre qui est disponible sur le site Eduscol et qui est très complet. Donc il y a vraiment une intention particulière de la part de l'institution. Alors, c'est un enseignement à visée éducative d'intérêt général, on pourrait dire. Je cite très rapidement le texte. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République reconnaît l'éducation artistique et culturelle comme une composante
de la formation générale de tous les élèves et institue un parcours de l'école au lycée. Bon. C'est un enseignement qu'on place partout où l'on peut, ou là où l'on peut, ça dépend du point de vue. Les parcours d'éducation artistique et culturelle s'appuient sur les enseignements artistiques proposés dans les écoles. Il doit être pensé de manière à assurer une complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, notamment à travers les projets éducatifs territoriaux. Troisième point, c'est un enseignement qui dépasse ses visées purement artistiques. Ce parcours favorise également la cohésion au sein de l'école en mobilisant les élèves, enseignants et parents autour de projets artistiques et culturels. Alors, comme on voit, dans ces grands principes, la notion de partenariat est essentielle. C'est vraiment le leitmotiv de tous les points qui explicitent ce dispositif. Et je cite à nouveau, et pour finir, la mise en œuvre de ce parcours implique un partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. Il encourage une plus grande ouverture des écoles sur leur environnement culturel proche. Bon. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il est moins aisé, depuis quelques années, pour des raisons de sécurité, de faire sortir les élèves de l'école. C'est quand même plus compliqué qu'il y a encore un certain nombre d'années, et qu'à l'inverse, faire venir des artistes à l'école nécessite quand même un budget que certaines petites collectivités territoriales n'ont pas, non plus, ou n'auront peut-être plus. On est vraiment dans cette optique-là, et dans ces conditions, l'école devient le seul lieu de culture, enfin le principal lieu de culture possible pour certains enfants. Il faut vraiment avoir conscience de cet état de choses. Cela dit, le dévouement passionné de certains enseignants et des inspecteurs qui les soutiennent, l'intérêt aussi pour ces dispositifs de la part des structures relevant du ministère de la Culture font que de beaux partenariats existent et qu'il existe sur Internet des exemples, et dans la région, dans notre académie, il y a vraiment des belles choses qui existent. Alors, il y a bien sûr un danger à cette tendance au partenariat, que je vais signaler tout de suite, un danger que Philippe Mérieux, dès les années 2000, avait signalé, c'est celui d'externaliser les enseignements artistiques. De plus, cet encouragement aux partenaires extérieurs pourrait, sans le vouloir bien sûr, alimenter le manque de légitimité à enseigner les arts dont nous parlons ici aujourd'hui. Et indépendamment de ces deux biais, dès lors que le principe de partenariat, c'est-à-dire dès lors que ce principe de partage de responsabilité est respecté, eh bien, évidemment, c'est un moyen très fort d'enrichissement, à la fois pour les élèves, mais à la fois pour les enseignants. Alors, dans un troisième petit moment, là, je voudrais revenir sur la notion de parcours. C'est une notion intéressante qui ne se substitue pas, on l'aura bien compris, à celle d'enseignement, mais qui sous-tend l'idée d'un cheminement adapté aux élèves ou à chaque élève, et j'ajouterais adapté à l'enseignant. Comme si vous voulez, la subjectivité du maître disparaissait là où celle de l'élève est mise en premier plan. Ou bien comme si, au contraire, on pouvait laisser libre cours à la subjectivité du maître et que dans ces conditions, les élèves, eux aussi, s'autorisent à cette subjectivité. Vous voyez, il y a vraiment un phénomène de vase communicant d'une situation à l'autre. Alors, je vais m'expliquer en vous proposant de regarder, peut-être pas très visible, mais une première page d'un cahier des arts d'une petite élève de CE2, la première page qui commence par la question « Qui suis-je » Et cette façon de décliner l'identité s'exerce selon des modalités qui sont liées aux émotions, aux sensations, au plaisir ou au déplaisir. J'aime regarder les paysages vers la mer et j'aime regarder les vagues de la mer. J'aime toucher les animaux avec leurs poils. J'aime écouter le chant des oiseaux et le bruit des vagues qui
s'écrase sur le sable. Alors, c'est peut-être un petit peu travaillé, mais c'est là, c'est dit. Et on va voir, en feuilletant le cahier des arts qui suit, que beaucoup de thématiques qui émergent là, notamment celle de la mer, sont réutilisées par l'enseignant dans des contextes d'expression artistique très diversifiés. Alors, on est dans un endroit où il y a une très belle offre culturelle en termes de concerts, de cinéma, de spectacles, de danse, hein, et on le sent évidemment dans le cahier en question. Tout ça pour dire que le parcours, la notion de parcours est aussi adaptée à l'enseignant en fonction de ce qu'il veut faire émerger, de ce qu'il veut faire travailler à ses élèves, de ce qu'il se sent de faire travailler à ses élèves. Hein. Alors, ce texte est quand même très intéressant. Si nous regardons un petit peu plus loin, vous voyez un travail sur le tableau d'Hokusai qui est très très connu, La mer. Et dans le cahier des arts en question figurent non seulement les commentaires de l'élève, mais aussi les commentaires de tous les autres élèves de la classe qui disent voir, enfin, dont certains disent voir dans cette image une main en colère. Et tous ces commentaires sont recueillis, réunis dans le cahier des arts, hein, ce qui donne une vision vraiment très intéressante de la façon dont peuvent ressentir certaines expressions artistiques les enfants. Hein, voilà. Donc, ça me paraît intéressant comme démarche, hein, la démarche de parcours. Ça, c'est donc du point de vue de l'observation d'un tableau. Et puis, vous voyez, un troisième exemple dans le cahier des arts, mais de pratique. Hein. Là, compte tenu des images, des outils qui figurent, eh bien, on sait qu'on est dans une activité de pratique, hein, et qui est commentée par la maîtresse, en l'occurrence. Hein. Voilà, qui me paraissait intéressante aussi, faite à partir du tableau d'Hokusai. Je reviendrai sur la dimension pratique, bien sûr. Hein. Donc, ces images de la mer, hein, qui sont évoquées dans ce portrait d'enfant, sollicitent des œuvres diverses, des approches diverses. Alors, ce parcours, bien sûr, il consiste en une co-construction. C'est bien sûr un partenariat, quand c'est possible, mais dans tous les cas, c'est bien le maître, l'enseignant, qui est placé aux commandes de ce projet. C'est lui qui en a la directivité des choix. Et or, certaines enquêtes de mémoire dans des CAFIPEMF musique que j'ai pu suivre, hein, que j'ai pu commenter, établissent un parallèle très fort entre la qualité des réalisations artistiques et le niveau de dialogue entre PE et intervenants. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dès lors que l'échange n'est pas court-circuité par un complexe d'infériorité, hein, d'un point de vue technique bien sûr, qui émane de l'enseignant, dès lors que l'échange n'est pas court-circuité par ça, par ce complexe-là, eh bien, on a une fructueuse répartition des tâches, le projet prend du sens quand il est intégré dans une démarche globale, une démarche éducative globale dont le PE est le référent. C'est extrêmement important que vous puissiez avoir ça à l'esprit, quel que soit votre niveau d'aisance supposé dans une ou des pratiques artistiques. Vous êtes le référent éducatif, c'est vous qui avez la main sur les choix à faire. Et bien sûr que ces choix se transforment en fonction du dialogue que vous avez avec vos partenaires, mais en aucun cas, vous ne cédez le bébé, quoi. C'est quand même un peu ce qui arrive quelquefois. Alors, dans ces mémoires de CAFIPEMF, hein, vraiment, ce niveau de dialogue est vraiment analysé comme une variable, si vous voulez, de la réussite de ces projets. Ce manque de légitimité qui est ressenti par les PE est le plus souvent imputé par ces enseignants à leur propre méconnaissance de, je dirais, la chose artistique. Alors, je voudrais maintenant
revenir sur qu'est-ce que c'est que cette chose artistique. Qu'appelle-t-on dans ce contexte un savoir artistique? C'est mon deuxième grand point. Qu'est-ce qu'un savoir artistique? Eh bien, c'est une notion plutôt large et mouvante, peu définie, à vrai dire, hein, d'autant plus que ces savoirs, enfin, dans ces savoirs, le rôle du bain artistique, de l'apprentissage implicite est essentiel. Et c'est ce dont je vais parler maintenant, hein, c'est-à-dire le rôle du bain culturel et l'apprentissage implicite dans la notion de savoir artistique. Je reviens un instant sur les trois pôles complémentaires du PEAC tels qu'ils sont décrits dans les textes, hein, et qui renseignent sur la nature multiforme du dispositif, faisant appel à apparemment plusieurs types de capacités. Le premier pôle, ce sont les enseignements artistiques, ce qui nous renvoie à la dimension objectivable, hein, de savoir déclaratif, des savoirs de référence dans un champ artistique donné. Bon, ce que Tardif appelle les savoirs théoriques, mais je n'ai pas inscrit la théorique parce qu'en musique, par exemple, les savoirs théoriques, c'est très compliqué et ça ne marche pas du tout dans l'environnement de l'enseignement général, hein. Mais bon, le deuxième point concerne la rencontre avec les œuvres et les artistes, et là, nous renvoie davantage à la dimension émotionnelle de l'expérience vécue et du contact direct avec la matière vivante de l'art. Et ça, c'est une donnée très importante à la fois pour les élèves, mais à la fois pour l'enseignant, comme on va le voir. Et puis le troisième pôle, qui est complémentaire, mais voyez, isolé quand même des deux premiers, hein, ce sont les pratiques artistiques, et là, qui évoque plutôt la dimension du faire, sur laquelle je vais revenir, bien sûr. Alors, de ces trois pôles sollicitent chez un enseignant des postures et des démarches qui peuvent paraître très différentes, faisant appel, dans le premier cas, à des savoir-être, et puis des savoir-faire. Autrement dit, hein, vu sous cet angle, l'enseignement des arts rassemble trois éléments tout à fait capitaux de l'activité enseignante. Ça n'est pas propre à l'enseignement artistique, hein. C'est vraiment, on en a bien conscience tous, une caractéristique de l'activité enseignante en général. Alors je voudrais prendre l'exemple de la musique, que je connais un petit peu, hein. Le premier pôle, hein, la dimension des savoirs de référence, des savoirs dits théoriques, eh bien, ce premier pôle est souvent vécu par vous comme cruellement manquant dans vos parcours scolaires et universitaires. Alors, par exemple, dans le domaine de la culture musicale savante, hein, qu'on dira, selon l'expression de Bourdieu, légitime, hein, très souvent, les savoirs de référence, qu'est-ce que c'est? C'est un titre d'œuvre, par exemple, Le Lac des Cygnes, Pierre et le Loup, Les Quatre Saisons, bien sûr. Bon, ce sont des titres comme ça qui nous sont connus. Ce sont des œuvres qui ont traversé le temps, qui réfèrent à un signifié précis. Bah oui, Les Quatre Saisons, c'est plus précis, c'est plus explicite que le concerto en sol mineur du même Vivaldi. Vous voyez, il y a des raisons, hein, au fait qu'on les retienne plus facilement. À l'inverse, cela peut être des œuvres dont le titre n'est pas connu, mais l'air, oui. Par exemple, tidadam 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 pam tidadam tadidam tidadam tam tidadam 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 pam tidadin tadidam tidadam pam. C'est pas méconnu, c'est pas non familier, hein. Si je chante tita tita tam tita tita tam tita tita tam, oui, tita tita tam. Bon, voilà. Il y a quelques restes, hein. En fait, ce sont des airs, ce sont des airs, des thèmes musicaux, des airs qui sont là. On ne sait pas toujours comment ils sont là. Quelquefois, oui, hein, on sait pourquoi, mais quelquefois non, et c'est quand même là. On ne sait pas comment. Ils font partie de nous qui sommes, nous les humains, mais
peut-être les animaux aussi, hein, c'est une piste de recherche actuelle, mais c'est un autre problème. Nous sommes des êtres de culture et nous sommes habités par des éléments de cette culture, ce qui est tout à fait logique. Dans un autre domaine, le domaine de la chanson, je voudrais évoquer une toute petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que l'année dernière dans l'enceinte de l'ESPE. Je suis dehors, je croise un agent qui ratisse des branchages, des feuilles, c'est à peu près au mois d'octobre si mes souvenirs sont bons. Et puis bon, moi je continue et je croise notre gestionnaire, monsieur Kister, qui me voit mais on ne se dit rien, qui va vers l'agent et qui lui dit « Alors Jacques, est-ce que les feuilles se ramassent toujours à la pelle ?» Ça vous dit quelque chose? Donc, les feuilles se ramassent à la pelle. C'est une chanson quand même de Jacques Prévert et Joseph Cosma qui date de 1946, extraite d'un film de Marcel Carné, Les Portes de la Nuit, qui à l'époque n'a eu aucun succès, mais dont la chanson principale, qui a été vraiment transmise, diffusée magistralement par le talent d'Yves Montand, fait partie d'un environnement culturel. C'est là, c'est présent. Mais voilà, ce dont les personnes s'aperçoivent, c'est que, en fait, leurs connaissances musicales sont plus nombreuses qu'ils ne le pensent, et que ces connaissances sont implicites. Ils ont une connaissance implicite des œuvres du patrimoine. Et c'est déstabilisant, parce qu'on a l'impression de rien savoir. Or, la psychologie cognitive montre que, dans une culture donnée, la perception et le traitement des structures musicales, autrement dit la compréhension fine de la musique, eh bien, cette perception est intégrée très finement par des sujets issus de cette culture, bien sûr, et tenez-vous bien, qu'ils soient musiciens, experts ou pas. Ça a été une grande découverte de la psychologie cognitive au début, à la fin des années 90, début 2000. Il n'y a pas de différence dans la perception des structures musicales d'un musicien à un non-musicien. Donc ça, c'est quand même une donnée très forte qui nous fait réfléchir. Alors, autre aspect mouvant de la notion de savoir artistique dans le contexte de l'école, c'est qu'il évolue au cours de la formation et de la pratique de l'enseignement artistique. Alors notamment au contact des partenariats, des partenaires, mais surtout au contact des élèves. C'est eux qui nous apprennent aussi beaucoup de choses sur la façon dont on perçoit, dont on reçoit, dont on témoigne ce qu'on a perçu. Ce sont donc des savoirs en devenir. Dans tous les cas, ces connaissances artistiques sont le point de départ d'une démarche didactique et pédagogique, sont un socle possible, même quand elles sont partielles, comme je viens de vous l'exposer, c'est un socle possible d'éducation artistique pertinente, vivante. En fait, tout dépend de l'imagination avec laquelle un enseignant va choisir de les mettre en œuvre, ces connaissances, implicites ou pas, en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il veut développer chez ses élèves. Alors, on constate que les enseignants sont, en général, je dis entre guillemets, de bons petits soldats, et c'est pas du tout critique, au contraire. C'est-à-dire qu'ils font de la musique avec leurs élèves, mais la question, c'est qu'ils ne mettent pas en place des dispositifs éducatifs. Ils font écouter, ils font chanter, vraisemblablement, mais sans savoir pourquoi ils le font, sans avoir un objectif, si vous voulez, qu'ils se sont forgés en eux-mêmes prioritairement. Et c'est là qu'il y a une espèce de disjonction entre ce qu'ils font faire et l'art en général, qui est un moyen d'expression fort du vécu et de l'expérience sensible. Alors, j'ai pu voir au cours de mes années d'enseignante des démarches très intéressantes de la part d'enseignants débutants, des démarches éducatives très intéressantes à partir d'œuvres entre guillemets rabâchées. Mais tout est dans la démarche et dans la façon dont on fait vivre les choses. Je voudrais maintenant aborder le deuxième pôle
de ce PEAC qui est la dimension émotionnelle et notamment le rôle de l'accroche. Comme on le disait tout à l'heure, pour certains élèves, le lieu de culture possible, c'est l'école. Hein, on est bien d'accord là-dessus. L'apport culturel est donc un élément vraiment essentiel. Dans la pratique, on remarque que cet apport, eh bien, les élèves cherchent à le mettre en écho avec leur environnement. Et ça, c'est très très important. Ils cherchent à mettre les connaissances qu'on leur apporte en classe en écho avec leur propre présent. Ce que quelqu'un comme Henri Méchoni, qui est un linguiste, appelle l'historicité. Qu'est-ce que c'est que l'historicité d'une personne? C'est son propre présent dans le passé. C'est-à-dire se rendre compte ou vivre que ce qui est vécu intérieurement, émotionnellement, mais très simplement, avec des questions préoccupantes de tous les jours, parce qu'on en a, eh bien, ces questions-là, elles ont leur passé, elles étaient vivantes aussi chez d'autres individus qui n'existent plus. C'est ça l'historicité d'un individu, qu'il porte en lui d'ailleurs, c'est le présent du passé en quelque sorte. Le passé vit en soi. Ça, voilà. Et je trouve que la réaction des enfants nous fait vivre, nous fait prendre conscience de cela constamment. Je donne un tout petit exemple qui peut paraître trivial, mais qui ne l'est pas. Lors d'une séance en éducation musicale sur la musique au Moyen-Âge et en lien avec l'histoire, une pièce du Trouvère du XIIIe siècle, Adam de la Halle, et je fais écouter une pièce de ce Trouvère. Et je donne le nom du compositeur, bien sûr, je dis, bon, bah, ce monsieur qui a composé la musique, il s'appelle Adam, qui est un prénom qu'ils connaissent, qui est à nouveau très à la mode, de la Halle. Oh ouais, moi, je le connais. Un élève me dit, je le connais, oui. Ah bon, tu le connais? Mais oui, il a son nom sur des magasins de vêtements. Alors on pourrait dire, oh là là, ça va pas du tout, écoute, je suis complètement à côté de la plaque, il n'a pas du tout perçu ce que je voulais. Mais si, au contraire, par rapport à ce phénomène d'historicité, de faire vivre le passé dans son présent, ou le présent dans le passé, c'est le fait de raccrocher, de faire écho à ce qui est vécu au quotidien, est une façon de recevoir ce qui est apporté. Et il faut absolument valoriser, en allant plus loin, bien sûr, en dépassant ce genre de parallèle, on est bien d'accord, mais c'est un départ. Et c'est pas parce que l'enfant n'a rien compris ou est insensible aux arts, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc je tenais à insister là-dessus, parce que ça peut paraître difficile, mais finalement c'est bien par la porte des émotions qu'un enseignant peut faire entrer les élèves dans le domaine des arts, faire en sorte que les élèves se sentent concernés par ce qui leur est proposé, parce que ce qui est proposé est de l'ordre de la sensibilité, c'est-à-dire de l'expérience vécue. Et c'est pourquoi les élèves adorent les anecdotes, parce qu'elles sont inscrites dans du vivant, dans du présent vivant, qui les touche, qui les concerne. Donc il ne faut pas se passer des anecdotes quand on aborde certaines œuvres du passé ou même du présent. L'entrée dans la question, oui. C'était parce que ça me faisait penser à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez évoqué les thèmes classiques, finalement, beaucoup d'enfants les connaissent aussi parce que c'est des choses qu'ils entendent. Absolument, c'est école portée de... Absolument. Voilà. Là, il y a toute une porte, enfin, la fenêtre des pratiques sociales de référence que je n'aborde pas ici, mais qui effectivement sont fabriquées par les médias, bien sûr, vous avez raison. Oui. Ou qu'ils entendent dans un contexte unique, voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir juste un petit moment sur l'entrée dans les arts par la question « Qui suis-je » de tout à l'heure. Celle-ci.
L'entrée dans les arts par cette question, elle est très pertinente, justement par rapport à cette entrée par les émotions. L'entrée dans les arts par la question « qui suis-je ?» c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple très efficace. Il nécessite peut-être que le PE entre lui-même dans cette démarche, voire qu'il passe par l'expérience vécue de ce questionnement « qui suis-je » Ça ne veut pas dire qu'il faut faire montre de sa sensibilité et de quelque chose d'intime de soi, même si ça passe d'une façon ou d'une autre, mais qu'il faut vivre cette expérience pour pouvoir la faire partager avec les élèves, ou la partager, ça suffira, avec les élèves. Alors, finalement, cette expérience sensible, c'est aussi un aspect qui semble manquer dans le cursus français de formation intellectuelle. Enfin, c'est ce que vous dites. Or, il faut vraiment ne pas se rendre sourd à la place des émotions dans la construction de son identité intellectuelle. La place des émotions a vraiment un rôle à part entière dans le développement de l'intelligence. On le sait depuis Damasio, dans la fin des années 80, mais c'est toujours difficile à intégrer. Il n'y a pas de cloisonnement entre le développement intellectuel et le développement émotionnel. Enfin, dans le meilleur des cas, bien sûr. Et je dirais qu'il ne faut pas être sourd à la place de ces émotions dans la construction de l'identité professionnelle. Plus que la dimension du savoir artistique, c'est donc bien celle de l'expérience sensible d'un enseignant qui est sollicité. Alors, c'est ça l'accroche. L'accroche, c'est cette entrée par le sensible dans l'œuvre d'art dont j'ai pu parler beaucoup déjà l'année dernière. Si cette accroche consiste à faire écho aux émotions, au vécu, l'expérience vécue en tout cas, eh bien, on ne peut en art faire l'économie de la découverte. On découvre une œuvre soi-même en tant qu'enseignant, et puis... ben oui, on a envie de on va la faire avec ses élèves, on va la faire découvrir. Il y a une espèce de motivation par le plaisir de la découverte qui est extrêmement puissant. Moi, je me souviens, quand j'ai passé le CAPES, c'est vieux, ça date de 85, bon, voilà. Mais on n'avait pas du tout de formation pédagogique lors de l'année du concours, c'était l'année d'après. J'ai eu la chance d'être, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais j'ai eu la chance d'être nommée à Caen, qui était une ville très portée par le chant choral. Moi, le chant choral, en sortant de la fac, j'en avais fait, mais pas le chant choral en classe. Je n'avais pas idée de ce que ça pouvait être. Il y avait là un enseignant anglais, Robert Weddle, pas Robert Redford, Robert Weddle, voilà, et qui diffusait vraiment... sa passion c'est un anglais, c'est pas pour rien, sa passion du chant choral, et on avait des stages avec cette personne, et on se disait, le lendemain, je retire toutes les tables de ma classe, parce qu'il y avait des tables dans les classes, encore à l'époque, en musique, et je fais chorale pendant 1 heure. Alors évidemment, ce genre de découverte, ça engendre des tâtonnements, si vous voulez, des essais plus ou moins réussis, c'est vrai, mais il faut accepter ce moment d'essai, il faut accepter de s'essayer en art. Et ça aussi, c'est quelquefois vécu comme une prise de risque qui peut mettre mal à l'aise et qui fait que beaucoup d'enseignants ne s'autorisent pas à mettre ces situations en place avec leurs élèves. Alors, si la question de l'autorisation n'est pas une évidence, est-ce que c'est parce qu'il y aurait des modes de pensée propres au savoir artistique, propres à l'art, pardon. Un éclairage à cette problématique est apporté par la philosophie de l'éducation. Bon, des gens comme Michel Meyer et Michel Fabre, dans leur réflexion épistémologique, déclinent la forme du savoir comme la forme du savoir scolaire, comme un savoir de réponse. C'est très intéressant, je vous laisse méditer ça. Alors qu'un mode de pensée artistique serait plutôt assimilé à un savoir de question. Regardez, la question « qui suis-je » c'est bien plus puissant que si on avait une phrase à la forme affirmative. Et ça ouvre plein de perspectives.
Donc là, vous voyez, savoir scolaire, savoir de réponse, savoir artistique, savoir de question. C'est à interroger. Hein. Philippe Mérieux dit que les questions réunissent bien plus que les réponses. Voilà, je vous laisse méditer ça aussi. Hein. Je peux vous présenter cette diapositive que je vous avais montrée à certains, en tout cas, en cours d'histoire des arts. Hein. La confrontation, le contact avec cette enluminure du manuscrit des Cantigas de Santa Maria, XIIIe siècle, peut générer un tas de questionnements. Alors elle génère du langage, c'est vrai, mais elle génère un tas d'interrogations et en même temps un tas d'hypothèses, un langage d'évocation en tout cas, qui puisse entrer en concordance avec ce qui est exprimé par le matériau plastique, les couleurs, les formes, la lumière, le corps, la posture, l'instrument, tout. Voilà. Donc là, il n'y a pas une nécessité de connaissances théoriques très approfondies pour aller dans l'expression de cette petite enluminure et la solliciter, enfin la faire émerger chez les enfants, ou faire émerger ce qu'ils ressentent. Donc c'est une démarche en tant que telle vraiment très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a donc, je reviens à cette question, un mode de pensée? Les arts renvoient par définition à des modes de transmission très diversifiés. Selon une approche phénoménologique, l'œil et le geste, comme l'oreille et la voix, pensent. Cézanne disait « le paysage se pense en moi ». Bon, alors, nous ne sommes pas des Cézanne, on est bien d'accord, mais voilà. L'art sollicite une posture dans laquelle le sensible n'est pas distancié de l'intellect et qui ne passe pas nécessairement par le seul mode verbal. La pensée n'est pas nécessairement verbale, nous dit Lyotard. Dans la pensée artistique, le mot parfois entre en faillite. Or, il faut reconnaître que s'il existe un moyen de transmission privilégié dans le système éducatif français, c'est bien le mode verbal. Quand un enseignant pratique un art avec ses élèves, il s'engage dans un mode de communication où domine le corps, le geste, l'enveloppe sonore de la voix, mais aussi le regard, la présence en quelque sorte. Et c'est vers ce dernier point que je voudrais m'acheminer maintenant. Comment enseigner les arts, c'est aussi une manière d'être devant les élèves. Une manière d'être serait, dans un premier temps, oser l'inhabituel. Oser l'inhabituel. Ah, bon. Je vais aborder brièvement ce volet-là de la pratique professionnelle en faisant part de cette dualité qui existe à l'école entre le temps contraint de l'école et le temps abstrait de l'art. Dans un article de 2014, c'est pas celui-là, Philippe Mérieux, le même Mérieux, parle au sujet de l'enseignement des arts d'une pédagogie de l'ébranlement, en ce sens qu'elle procède de la découverte et de l'inhabituel. Alors il dit, et là j'ai inscrit sa citation, « L'art est là pour ébranler un quotidien embourbé dans l'habitude, le fonctionnel, la consommation pulsionnelle. » Alors, l'intrusion de l'inhabituel dans la compartimentation du temps de l'école, et une compartimentation dont souffrent les enseignants débutants, ça c'est vrai, c'est une vraie contrainte pour eux, et bien cette compartimentation, elle peut être sauvée finalement par l'intrusion de l'inhabituel. Je vais vous parler d'une anecdote relevée chez une étudiante stagiaire il y a 2 ans qui me dit, lors d'un cours en formation ici à l'ESP, avoir retrouvé le goût d'enseigner, je pèse mes mots, elle avait retrouvé le goût d'enseigner aux élèves qu'elle avait alors, c'était des élèves de cycle 3 particulièrement difficiles,
retrouvé le goût d'enseigner grâce à une séance de pratique instrumentale. Elle percevait que le caractère, entre guillemets, non scolaire de l'activité, en termes d'organisation et bien sûr de contenu, avait motivé les élèves les plus difficiles et que du coup, elle voyait elle-même ses élèves différemment. Et elle l'a dit, je la revois là dans la salle de musique, j'ai retrouvé le goût d'enseigner à cette classe. C'est quand même pas rien dans un début, si vous voulez. Alors, il n'y a pas que la musique qui va faire ça. Je prends l'exemple de la musique parce que je le connais un petit peu. Voilà. Alors ça, voilà, l'inhabituel va raccrocher peut-être à la fois l'enseignant et à la fois, bien sûr, les élèves. Paradoxalement, les rituels offrent un espace possible à cette autre temporalité. Le même Mérieux évoque dans l'article cité le rituel artistique comme fondateur de l'accès à la pensée. Il rend possible, je cite, l'attention, l'émotion, la pensée réfléchie. Il crée un espace de décélération. Alors, ça me paraît vraiment très intéressant, cette approche qu'il a. C'est tout le travail, par exemple, des échauffements en musique avec lesquels j'ai quand même torturé un certain nombre d'entre vous l'année dernière, qui permet l'accès à l'écoute à travers un espace symbolique. Et c'est bien l'enseignant qui crée cet espace de possible, propre à faire surgir l'inattendu, l'imprévu. Voilà, alors j'ai des tas d'expériences, d'exemples, de pratiques qui montrent comment cet inattendu est vraiment le plus souvent très riche d'enseignement pour le PE qui fait travailler ses élèves. Alors, je voudrais maintenant aborder, et ce sera mon dernier point, l'incontournable dimension du faire. En 2006, j'ai mené un travail de recherche dont j'ai pu parler déjà à certains, sur le rôle du chant dans la constitution de l'écoute intérieure chez des enfants de 5 ans. Le rôle du chant dans la constitution de la représentation intérieure du son, de la musique, chez des enfants de 5 ans. J'ai alors travaillé durant une année scolaire avec une classe de grande section, et un jour j'arrive en classe et je dis aux élèves, bon, aujourd'hui, nous allons nous adresser la parole en chantant. Blanc mental. Rien. Bon, alors les élèves, ils ne voyaient pas du tout où je voulais en venir. Bon, alors je reprends et je dis, bon, bah, c'est pas compliqué. Au lieu de parler, on va chanter. Rien. Bon, alors là, il faut que tu trouves, ma vieille, une solution, il faut faire quelque chose. Donc, au lieu de prendre la parole, j'ai pris le chant. C'est-à-dire que j'ai redit ma phrase en la chantant. Et alors là, les pères Dieu se sont illuminés, vraiment illuminés. Ce sont des souvenirs vraiment très, très marquants. Et ils avaient tout de suite compris, ils s'étaient saisis de ce que je voulais. Et ça a fonctionné. C'était pour le moins inhabituel de s'adresser à une maîtresse en chantant. Je vous garantis que ça a eu quand même un certain effet. Voilà. Donc, voilà. Et ça a été vraiment très, très, très riche. Le mimétisme en art est vraiment un moyen très puissant de communication. Il faut vraiment que vous pensiez à ça. Les enfants, comme les adultes, sont munis de toute une panoplie perceptive qui leur permet de saisir quelque chose de l'autre, de comprendre, d'anticiper là où il veut en venir à partir du corps, à partir du geste, à partir de l'intonation. Juste un petit « oui » va inviter par l'intonation à une suite. Mais un « oui » ah oui, vous voyez, va inviter à autre chose. Bon, donc ça, les enfants le perçoivent très, 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 très bien. Et cela participe d'une façon de communiquer avec ces élèves qui est tout à fait spécifique, qui est très active dans les arts et particulièrement dans la musique, mais pas seulement dans la musique. Alors, qu'est-ce que nous communiquons par le geste et la voix? Eh bien, nous communiquons du vivant, tout simplement. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment finir. Il faut vraiment penser l'enseignement des arts à l'école en sortant des logiques de spécialisation propres à la notion de catégorie de savoir, une notion qui ne fonctionne pas du tout à l'école primaire. Non pas qu'il faille penser l'enseignement des arts comme un enseignement en petit,
hein. Mais penser que si un régime de modestie est adapté au contexte scolaire, il nécessite que l'enseignant développe sa propre manière d'être, ses propres outils, son corps, sa voix. C'est ça, ces outils techniques, hein. Son geste, sa présence, dans une démarche d'éducation à la sensibilité. Donc s'autoriser aux enseignements artistiques, c'est s'autoriser à transmettre du vivant, selon sa propre nature, transmettre à sa façon, un peu de soi à travers l'art, ce qui souvent, il faut quand même le dire, est reçu par les élèves comme un petit cadeau. Je vous remercie beaucoup de votre attention.